Bonjour à tous, Mathias Moufflet, analyste pour XTB. On se retrouve cette semaine pour votre émission Matières premières et fondamentaux. Et cette semaine, on va parler du pétrole, du cacao, du sucre et du gaz naturel. C'est parti. Alors on va commencer par le pétrole où je l'ai intitulé Le risque géopolitique reprend. On va parler de ça juste après les fondamentaux. On va commencer par les fondamentaux donc, où l'OPEP+ a accepté d'augmenter sa production de 411 000 barils par jour en juillet, ce qui est similaire aux 2 mois précédents, mais qui est plutôt un catalyseur baissier pour le pétrole. On avait aussi eu des rumeurs d'une augmentation plus importante de la production qui avait fait chuter les prix avant le week-end dernier, mais une reprise nette a été observée en début de semaine. Les stocks américains de pétrole brut sont restés stables ces dernières semaines avec une saisonnalité qui indique des baisses potentielles, mais le marché est actuellement en situation d'offre excédentaire. C'est ce qu'on voit sur ce graphique. Donc avec les inventaires de cette année en vert, l'année dernière ici en pointillé, la moyenne à 5 ans en pointillé noir ici, le plus haut de 5 ans ici et le plus bas de 5 ans ici. Donc comme vous voyez, on est sur des stocks qui sont plutôt faibles aux États-Unis, donc on est sous l'année dernière et sous la moyenne à 5 ans, même si c'est pas catastrophique. On aurait par contre une offre qui pourrait être excédentaire, donc on pourrait avoir une hausse des stocks, donc on verra ce qui se passe, même si en termes de saisonnalité, on serait plutôt d'habitude sur une baisse des stocks quand on arrive vers la deuxième moitié de l'année. Donc à voir ce qui se passe cette année. Alors je parlais aussi d'un risque géopolitique, donc on a une série d'attaques mutuelles entre l'Ukraine et la Russie qui a accru ce risque et qui a soutenu la remontée des prix du pétrole. Le Brent est donc repassé au-dessus de 65 $ le baril et le WTI américain teste la zone des 63 $ le baril. On va regarder un peu un indicateur que j'aime beaucoup, l'un de mes indicateurs préférés pour le marché pétrole, le crack spread. Donc je rappelle, le crack spread c'est un indicateur qui mesure la différence entre le prix du pétrole brut et celui des produits raffinés obtenus à partir de ce pétrole. Il reflète notamment la rentabilité des raffineries, vu qu'un spread élevé signifie que les marges de raffinerie sont importantes, alors qu'un crack spread faible indique une rentabilité plus faible. Et donc un crack spread en hausse est souvent un facteur haussier pour le pétrole car il incite les raffineries à augmenter leur demande de brut pour profiter des marges élevées. Or là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un crack spread donc, qui est ici en pointillé, qui est en baisse, alors qu'il était plutôt en hausse avant. Donc, c'est qui pourrait être plutôt un catalyseur baissier pour le pétrole, vu qu'on a des marges de raffinerie, des marges de raffinage qui baissent, et donc peut-être un marché qui est en train de pricer un risque de récession aux États-Unis. Donc, à voir ce qu'il en est réellement, notamment qu'on a eu des données économiques assez mauvaises ce mercredi dernier. Quand je tourne la vidéo aujourd'hui, on est jeudi, donc c'était hier, mais vous c'est mercredi. Donc à voir ce dont il en retourne. Maintenant on va parler du cacao. Donc avec des prix, ils sont sous pression, notamment suite à la météo qui a été plutôt favorable pour le cacao. Les conditions météorologiques en Afrique de l'Ouest ont entraîné un recul significatif des prix du cacao lors de la séance de lundi, bien que la barre des 10 000 $ la tonne a été testée. Et ces précipitations favorables, elles devraient se poursuivre toute la semaine, donc à voir si au moment où cette vidéo est publiée c'est le cas. Les stocks de cacao sur les marchés boursiers continuent d'augmenter et dépassent désormais 2,2 millions de tonnes, une reprise importante par rapport au niveau plus bas qu'on a vu. C'est ce qu'on voit sur ce graphique. Vous voyez les stocks sur les stocks sur les marchés mondiaux en bleu et le prix du cacao en rouge. L'échelle est inversée pour les stocks, donc plus la courbe monte et plus les stocks sont faibles. Et donc c'est ce qu'on voit, c'est que récemment on a eu des stocks qui se sont effondrés et qui sont descendus donc à 1,2 million de tonnes. Et qui se sont largement repris, enfin largement, ils ont doublé, mais quand on compte 1 plus 1, c'est le double. Donc c'est ce qu'on voit ici, on a toujours des stocks qui sont extrêmement faibles, mais qui ne sont plus aussi catastrophiques que ce qu'ils étaient auparavant. Maintenant au niveau des livraisons au port de Côte d'Ivoire, qui est le principal producteur de cacao, on a une augmentation de seulement 6,7% depuis le début de la campagne. Contre un excédent de 35% l'année dernière. Donc on n'a pas eu des très bonnes livraisons, ce qui est plutôt un catalyseur haussier pour le cacao.
Maintenant, les prix se négocient désormais près de leur clôture de fin mai, à environ 220 $ du niveau de 10 000 $ la tonne. Au niveau de la saisonnalité du cacao maintenant, donc en vert vous avez c'est la saisonnalité de cette année, et ensuite vous avez la moyenne à 5 ans, l'année dernière ici en rouge, et la moyenne long terme en rouge en pointillé. Donc ce qu'on peut voir, c'est que on a eu un début d'année qui était assez mauvais pour le cacao, mais que si on suit la moyenne à 5 ans et la moyenne long terme, quand on va arriver dans la deuxième partie de l'année, c'est possible qu'on ait une saisonnalité favorable, enfin on a une saisonnalité favorable, et à voir si ça se retranscrit sur les prix du cacao, et donc on pourrait avoir une hausse. Cela dit, n'oubliez pas hein, que les performances passées ne présagent pas des performances futures, et ce n'est pas parce que les prix du cacao ont tendance à monter dans les années précédentes pendant la deuxième période de l'année que ce sera encore le cas cette année. Maintenant on va parler du sucre. On a aussi une pression sur les prix suite à une possible offre excédentaire. Donc la production de sucre en Inde pour la saison 25-26 devrait augmenter de 19%. Et donc devrait atteindre 35 millions de tonnes selon les producteurs indiens, et selon la FAS-USDA, ce serait 35,3 millions de tonnes, donc les deux sont plutôt d'accord. L'Inde autorise désormais l'exportation de sucre cette saison, contrairement à 2023 où les restrictions étaient strictes. L'USDA prévoit aussi une augmentation de la production mondiale de sucre de 4,7% pour la saison 25-26 et devrait atteindre 189,32 millions de tonnes, avec un excédent de 42 millions de tonnes, c'est beaucoup. La production de sucre au Brésil devrait augmenter de 2,3% au glissement annuel pour atteindre 44,7 millions de tonnes. Au niveau de la saisonnalité du sucre, vous la voyez ici avec donc en vert cette année, la moyenne à 5 et 10 ans ici et la moyenne long terme ici. Et donc la saisonnalité du sucre indique une phase de consolidation pour les 2 à 3 prochains mois, c'est ce qu'on voit ici, hein, quel que soit l'horizon de temps, le sucre a tendance à stagner sur cette période de l'année avant d'augmenter vers le dernier trimestre de l'année. Donc on va voir si c'est le cas cette année aussi, hein. Donc je rappelle, je l'ai déjà dit, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les inquiétudes liées à une offre excédentaire importante exercent une pression à la baisse sur les prix du sucre, et on pourrait presque se demander si cette pression à la baisse, elle n'est pas même une survente, parce que quand on regarde les indicateurs de retour à la moyenne, d'écart à la moyenne du sucre, c'est ce qu'on voit sur ce graphique. Donc ici vous avez la moyenne à 1 an, la moyenne à 5 ans, ici les prix du sucre, et ici vous avez les écarts par rapport à la moyenne, qu'on appelle Z-score, en fait c'est des mesures d'écart type, qui sont des mesures de volatilité. Quand on regarde la moyenne à long terme, donc à 5 ans, on est à moins 0,9 écart type, donc c'est une légère survente, ça pourrait en tout cas indiquer une légère survente, mais ce n'est pas énorme. Par contre, quand on regarde à court terme, à 1 an, on a moins 1,7 écart type, et donc là on se rapproche de ce qu'on appelle la zone des moins 2, hein. Donc à moins 2 on a tendance à considérer que c'est de la survente, donc à moins 1,7 on est assez proche de ces niveaux-là. Donc on pourrait avoir une survente au moins à court terme sur les prix du sucre. La forte croissance de la production de sucre est attribuée à des conditions météorologiques favorables et à une réduction de la demande pour d'autres produits dérivés de la canne à sucre, et notamment les biocarburants. On va finir avec le gaz naturel, où cette fois-ci on a une météo qui relance les prix. Donc les prix du gaz naturel réagissent à la hausse significative des températures aux États-Unis, en particulier dans l'ouest du pays. Ces températures supérieures à la normale laissent présager une augmentation de la demande de gaz pour la production d'électricité qui est destinée à la climatisation et aux ventilateurs. Les stocks de gaz continuent d'afficher des hausses significatives avec une augmentation de 101 milliards de pieds cubes la semaine dernière, conformément aux attentes. Donc ce qu'on voit sur ce graphique, c'est la demande et l'offre sur le gaz naturel, et donc en vert vous avez la demande et en rouge vous avez l'offre. Et cette offre, ce qu'on voit, c'est qu'elle a chuté assez abruptement récemment, alors que la demande, elle, reste la même, ce qui fait qu'on a un excédent, on a toujours un excédent, mais de 100 milliards de pieds cubes, ce qui n'est pas exceptionnel.
mais qui reste suffisant pour que, en termes de saisonnalité, on continue à être au-dessus de la moyenne à 5 ans. Donc c'est ce qu'on voit sur ce graphique avec ici la saisonnalité des stocks, le maximum à 5 ans, ici le plus bas à 5 ans, ici la moyenne à 5 ans et ici c'est cette année. Donc on a des stocks qui sont passés au-dessus de la moyenne à 5 ans, donc qui remontent assez fortement. Mais vu qu'on a une augmentation de la demande et une baisse de la production, c'est possible que cela ne dure pas. Donc on verra ce qu'il se passe prochainement. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, à la partager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Mathis Mouflet pour XTV.